Donc on va passer au dossier numéro 4, le dernier dossier. Donc il s'agit d'un homme de 65 ans qui vous est adressé pour la prise en charge d'une hypertension artérielle sévère. Ce patient présente un diabète de type 2 depuis 5 ans qui est traité par glucophage. Il mesure 1,70 m, pèse 90 kg, fume un paquet de cigarettes par jour. À l'examen, vous retrouvez une pression artérielle élevée à 195-110, une fréquence cardiaque à 85 par minute. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale et vous retrouvez des souffles sur les axes vasculaires et les poupées d'yeux sont abolies. Biologiquement, vous retrouvez une natrémie à 135, une kaliémie à 3, une réserve alcaline à 27, des protides à 70, une urée à 5, une créatinine à 75 micromoles par litre, l'hémoglobine est à 11 grammes, les leucocytes à 11 000 et les plaquettes à 234 000. Le patient vous apporte cet examen demandé par son médecin traitant, vous devez l'interpréter. Et on précise que cette iconographie est la seule anomalie. Quels sont les arguments qui ont motivé cet examen? Quel traitement devez-vous discuter? La question numéro 4, comment prenez-vous votre décision pour le traitement? Quelle autre mesure thérapeutique devez-vous prendre? Quelques jours après l'artériographie, le patient présente les lésions suivantes, décrivez-les. Quel diagnostic suspectez-vous? Sur quels arguments? Comment pouvez-vous confirmer votre diagnostic? On va passer à la correction. Donc il s'agit d'un patient de 65 ans qui vous est adressé pour une HTA sévère. Il s'agit d'un patient qui présente de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire et il est important ici de bien noter sur votre brouillon tous ces facteurs de risque que vous devrez ensuite corriger à un moment dans l'énoncé. Donc vous notez qu'il a un diabète, qu'il est sous glucophage, qu'il est en surpoids puisqu'il pèse 90 kg pour 1,70 m, qu'il fume, qu'il est hypertendu. Donc ça, c'est très important de le noter. Vous notez également, donc, dans les examens biologiques, qu'il a une hypokaliémie à 3. Et quand vous avez HTA plus hypokaliémie, vous devez penser à HTA secondaire. Surtout quand si cette hypertension artérielle est très sévère. Donc là, le patient vous présente cet examen. Donc de quel examen il s'agit? Il s'agit d'un scanner abdominal et plus précisément d'un angioscanner, puisque vous voyez ici l'aorte. Ici, vous voyez le rein droit qui est opacifié et vous voyez ici l'artère rénale droite. Et vous voyez bien que l'artère rénale droite, elle se prolonge ici, mais surtout vous voyez qu'à cet endroit-là, il n'y a plus d'artère rénale et donc que l'artère rénale est occluse. Donc, il s'agit bien d'un angioscanner des artères rénales en coupe longitudinale. Vous voyez donc que l'aorte est opacifiée. Vous voyez que l'artère rénale est sténosée en aval de cette occlusion. Et surtout, vous voyez au niveau de l'aorte des calcifications. Donc on voit ici. Donc là, vous voyez bien qu'il y a des calcifications aortiques et il y en a également au niveau de l'artère rénale. Donc, vous deviez dire donc angioscanner des artères rénales en coupe longitudinale. Vous voyez une occlusion de l'artère rénale droite, puisque vous voyez que le rein est à droite de la vertèbre. Donc ça, c'est très important quand vous avez un diagnostic, de préciser l'origine, enfin de préciser la topographie de la lésion. Donc occlusion de l'artère rénale droite, cette occlusion elle est paraostiale. L'ostium, c'est ça, c'est la jonction entre l'artère rénale et l'aorte. Donc là, elle est à côté de l'ostium. Et vous voyez que l'artère rénale n'est pas opacifiée en aval de la sténose et qu'il y a des calcifications aortiques. Donc, juste pour préciser, quand vous avez une question diagnostique, donc vous faites le diagnostic positif, c'est une occlusion de l'artère rénale, le diagnostic topographique, droite et paraostiale, et là vous auriez pu préciser le diagnostic étiologique, il s'agit d'une sténose d'origine athéromateuse. Donc les arguments qui ont motivé cet examen, donc il y avait une suspicion de sténose artérielle rénale devant. D'abord le terrain. C'est un patient qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. C'est un homme de plus de 50 ans qui est diabétique, qui fume et qui est obèse. Ensuite, à l'examen clinique, vous aviez des souffles vasculaires. Et surtout, la chose importante, vous aviez une hypokaliémie. Et donc, quand vous avez HTA plus hypokaliémie, vous devez penser à HTA secondaire, et c'est-à-dire
Pourquoi une HTA secondaire? Une HTA par un hyperaldostéronisme. Cet hyperaldostéronisme pouvant être soit primitif, dans le cadre d'une hyperplasie désurénale ou d'un adénome de Cône, soit secondaire à un hyperréninisme. Ici, il s'agit d'un hyperaldostéronisme secondaire à la sténose artérielle rénale qui engendre un hyperréninisme et donc un hyperaldostéronisme et une hypocalcémie. Donc les traitements que vous devez discuter. Donc le mot-clé ici, c'est la revascularisation. Comme dans un syndrome coronarien aigu ou une cardiopathie ischémique, c'est la même chose, vous devez revasculariser l'artère malade et donc vous devez préciser quelle est l'artère malade, c'est l'artère rénale droite. Cette revascularisation va pouvoir se faire par deux méthodes, soit une méthode médicale, soit une méthode chirurgicale. La technique médicale, c'est une angioplastie percutanée. Cette angioplastie percutanée, vous allez pouvoir la faire au cours d'une artériographie. Et vous allez éventuellement poser un stent, une endoprothèse vasculaire. Ce qu'il est très important de noter, c'est que vous devrez arrêter les biguanides, puisque iode plus biguanide donne un risque d'acidose lactique. Le traitement de choix ici, c'est le traitement médical, c'est l'angioplastie percutanée. Cependant, vous pouvez également discuter un traitement chirurgical et on va voir à la question suivante comment vous décidez de votre traitement. Donc retenez, revascularisation, soit par une angioplastie percutanée au cours d'une artériographie après arrêt des biguanides, soit un pontage vasculaire chirurgical. Donc comment vous prenez votre décision? Donc d'abord, il faut déterminer l'indication de la revascularisation. Donc l'indication de la revascularisation, elle est formelle si la sténose est supérieure à 75%, si elle est bilatérale ou s'il s'agit d'une sténose sur un rein unique. Donc ça, ce sont les indications formelles. Pour que vous puissiez bénéficier de la revascularisation, il faut que votre rein soit supérieur à 8 cm. Si le rein est inférieur à 8 cm, ça veut dire qu'il a déjà souffert de cette sténose et vous n'aurez probablement pas de bénéfice à revasculariser. L'autre point important, il faut que les index de résistance artérielle que vous mesurez sur le Doppler artériel rénal soient inférieurs à 0,8, ce qui veut dire que l'occlusion est responsable d'une diminution de la perfusion rénale en aval et donc que le rein en souffre. Si les index de résistance sont supérieurs à 0,8, ça signe une sténose chronique avec des mécanismes d'adaptation et donc pas forcément d'intérêt à revasculariser. Et enfin, les indications un peu moins formelles, moins précises, c'est une HTA sévère qui résiste au traitement antihypertenseur et une HTA compliquée, d'une HTA maligne, de poussée hypertensive, d'OAP flash et d'insuffisance rénale croissante. Ensuite, il va falloir discuter de la méthode de revascularisation. Donc, comment vous décidez? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en première intention, c'est l'angioplastie. Cependant, si vous ne pouvez pas faire l'angioplastie parce que la sténose est inaccessible, parce que le malade est allergique à l'iode, parce qu'il y a des calcifications artérielles qui vont empêcher de faire le geste, ou alors qui risquent de donner des embolies en aval, ou si les sténoses artérielles sont multiples et complexes, à ce moment-là, vous devrez discuter de la chirurgie. Donc pour la chirurgie, il faut prendre en compte le risque anesthésique et le risque opératoire, c'est très important. Donc première intention, angioplastie, et si c'est pas possible, la chirurgie après avoir évalué le risque anesthésique et opératoire. Les autres mesures thérapeutiques. Donc, c'est surtout les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, comme je vous l'ai fait remarquer au début du dossier, ce patient, il a plusieurs facteurs de risque. D'abord, l'HTA. Donc, pour la contrôler, il faut que vous ayez une pression artérielle inférieure à 130/80. Pour ça, vous mettez un régime DSOD et comme traitement médicamenteux, vous mettez un ARA2 en première intention. Pourquoi un ARA2? Parce que le patient a un diabète de type 2 et que dans les recommandations de la HAS, c'est les ARA2 qui sont indiqués en première intention en cas de diabète de type 2. Ensuite, le patient est diabétique, donc il faut un contrôle glycémique strict avec un objectif d'hémoglobine glyquée inférieur à 6%. Ensuite, le patient, il a une sténose artérielle rénale, donc il est dans le cadre d'une prévention secondaire des facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut donc un objectif de LDL cholestérol inférieur à 1 g et donc vous devez mettre une statine d'emblée et ne pas oublier le régime hypolipémiant.
Ensuite, votre patient, il pèse 90 kg pour 1,70 m, c'est trop. Il faut qu'il perde du poids par un régime hypocalorique. Il fume, donc vous devez arrêter le tabac. Ensuite, ce malade, il a des artères qui sont bouchées, donc vous devez lui mettre un anti-agrégant plaquettaire, donc soit de l'aspirine, soit du Plavix. Une semaine après l'artériographie, le patient est fébrile à 38,1. L'examen cardiopulmonaire est sans particularité. Les pouls sont les pouls sont inchangés. Les pieds sont chauds. La motricité et la sensibilité sont conservées. Biologiquement, vous avez une créatinine qui est passée à 160 micromoles par litre. Des leucocytes à 11 000 avec ce que vous notez ici, c'est une hyperéosinophilie à 1100 et vous avez un syndrome inflammatoire biologique à 80. Donc de la fièvre, un syndrome inflammatoire, une hyperéosinophilie. Et vous notez les lésions suivantes, vous devez les décrire. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Donc sur les orteils, vous voyez, ici on voit bien, vous voyez donc des orteils pourpres. Donc c'est fait de petites taches purpuriques. Et on voit pas très bien, mais en bas, on voit ici qu'il y a un livédo. Donc qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit d'orteils pourpres avec donc des lésions purpuriques au niveau de la pulpe des orteils que je vous ai montré tout à l'heure et un livédo de la plante du pied. Donc c'est un aspect très évocateur de maladie des emboles de cholestérol. Donc ici les mots-clés c'est orteil pourpre, purpura de la pulpe des orteils, le livédo de la plante des pieds et la maladie des emboles de cholestérol. Donc le diagnostic que vous suspectez, on vient de le dire, c'est une maladie des emboles de cristaux de cholestérol. Et ce qui est très important de noter, c'est qu'elle est compliquée d'une insuffisance rénale aiguë, puisque vous aviez une créatinine qui était passée de 75 à 160 micromoles par litre. Sur quels arguments? Donc surtout, on revient à la question précédente, donc n'oubliez pas de préciser les complications de la maladie. Donc là, c'est compliqué d'une insuffisance rénale aiguë. Donc les arguments. Donc comme d'habitude, le terrain, c'est un patient athéromateux et comme on vous l'a montré sur le premier scanner, les calcifications vasculaires étaient importantes. Donc ça, c'est un risque d'embole de cholestérol. Ensuite, vous aviez un facteur déclenchant, c'est le geste endovasculaire. Donc les facteurs déclenchants, c'est soit un geste endovasculaire, ça peut être également le début d'un traitement anticoagulant ou antiagrégant. Et parfois, ça peut être spontané. Mais le principal pourvoyeur de maladies des emboles de cristaux de cholestérol, ce sont les gestes endovasculaires. Ensuite, vous avez un délai compatible. La maladie des emboles de cholestérol, elle survient souvent quelques jours après le geste ou l'introduction des anticoagulants. Donc, ce qui vous permet de distinguer une insuffisance rénale liée à une nécrose tubulaire aiguë secondaire à l'iode. Donc ça, ce serait dans les 2 jours qui suivent l'examen. Là, c'est plutôt dans la semaine qui suit l'examen. Ensuite, vous aviez des arguments cliniques. Vous aviez la fièvre et les orteils pourpres. Des arguments biologiques, l'insuffisance rénale aiguë, qui est une insuffisance rénale aiguë d'origine microvasculaire, avec des emboles de cholestérol qui bouchent les petits vaisseaux rénaux. Vous aviez également une hyperéosinophilie qui est un signe assez constant et un syndrome inflammatoire biologique. Comment pouvez-vous confirmer votre diagnostic? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous demandez un fond d'œil, et au fond d'œil, vous allez voir des embolies rétiniennes de cristaux de cholestérol. Soit vous allez demander un examen anatomopathologique pour avoir le diagnostic de certitude. Donc, vous pouvez le faire soit par une biopsie des lésions cutanées, soit par une biopsie rénale. Et quand vous allez faire la biopsie, vous allez voir les fantômes des cristaux de cholestérol qui sont en fait dissous au moment de l'inclusion en paraffine. Donc, ce qui est important pour le diagnostic, c'est qu'on peut se contenter du fond d'œil si on a tous les arguments cliniques, biologiques et les emboles de cristaux de cholestérol au fond d'œil. Si par contre vous n'avez pas accès au fond d'œil ou s'il est normal, à ce moment-là, vous pouvez discuter de faire l'examen ANAPAT pour avoir la certitude. Mais ce n'est pas indispensable. Donc, les points importants. D'abord pour la sténose de l'artère rénale. Vous devez toujours penser à une sténose artérielle rénale devant une HTA mal contrôlée ou une HTA compliquée. D'autant plus que le patient est athéromateux et ou qu'il est diabétique.
Vous devez également y penser devant une HTA plus une hypokaliémie. Ensuite, donc, les IEC et les ARA2 doivent être prescrits en cas de sténose artérielle rénale, et j'insiste sur le fait qu'elle soit unilatérale. En effet, s'il existe une sténose artérielle rénale bilatérale ou sur rein unique, les IEC et les ARA2 sont compliqués, donc sont contre-indiqués. Donc la nuance ici, c'est que IEC ARA2, c'est le traitement de choix dans les sténoses unilatérales, mais ils sont strictement contre-indiqués si la sténose est bilatérale ou sur rein unique. Ensuite, la sténose artérielle rénale, c'est un événement vasculaire, donc on entre dans la case de la prévention secondaire des accidents cardiovasculaires, ce qui veut dire statine, antiagrégants plaquettaires, LDL cholestérol inférieur à 1 g par litre, etc. Ensuite, donc pour la maladie des emboles de cholestérol, comme je vous le disais tout à l'heure, les facteurs déclenchants, ce sont les gestes endovasculaires, l'introduction récente d'un traitement anticoagulant ou antiagrégant. Parfois, il n'y a pas de facteur déclenchant retrouvé. C'est une maladie qui est de très mauvais pronostic, à la fois parce que le pronostic rénal est mis en jeu. Il y a un risque d'insuffisance rénale sévère, voire d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. L'autre complication à laquelle il faut penser, c'est un infarctus mésentérique. Un patient qui a mal au ventre, qui développe des rectorragies, un méléna, une altération de l'état général dans un contexte de maladie des emboles de cholestérol et après un geste endovasculaire, vous devez penser à l'infarctus mésentérique. C'est le même principe, ce sont des petits emboles de cholestérol qui viennent boucher les vaisseaux mésentériques. Donc le traitement principal, c'est arrêter l'anticoagulation et éviter au maximum les gestes endovasculaires, mais surtout arrêter l'anticoagulation. Donc vous avez sur le site de l'HAS ou de l'ANAS une conférence sur les méthodes de diagnostic de sténose artérielle rénale. Donc pour les 4 dossiers, les références. Donc pour la néphrologie, il y a un très bon site qui est le site de la faculté de Strasbourg qui est consacré à la néphrologie, qui est Néphrous, qui est très très bien fait, donc je vous le conseille vivement. Il y a sur ce site des cours qui sont adaptés au D4 et ensuite des cours pour les internes, etc. Mais surtout, il y a des cours spécialement faits pour l'internat. Ensuite, vous avez des conférences de consensus sur le site de l'HAS qui sont extrêmement bien faites sur l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique. Et votre référence pour travailler, ça doit être le Poly des enseignants de néphro, qui est sorti donc aux éditions Ellipse. Vous avez également mon email si vous souhaitez m'envoyer des questions, j'essaierai d'y répondre. Et donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la néphrologie et surtout soyez systématique et méthodique, c'est très important pour réussir l'internat et puis pour plus tard pour réussir votre vie d'interne. Donc bon courage pour cette année.